Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie salue la diversité de la culture pour le rayonnement de cette grande famille. Amadou Soumaoro a remis hier à Paris, en France, le prix César Senghor de l'APF et procédé à la distinction des personnalités dans l'ordre de la Pléiade des militants de la langue française invités à promouvoir les valeurs de partage et de paix. La capacité énergétique de la Côte d'Ivoire augmente, 60 MW de plus. Bientôt 2 centrales solaires à Touba et Boumdiali. Une convention signée entre la Côte d'Ivoire et la Société financière internationale. C'était à l'occasion des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis. Et puis en France, la Côte d'Ivoire saluée pour la qualité de son mandat à la tête du conseil exécutif de l'UNESCO. Le pays fait son bilan des 4 ans d'année d'exercice. La ministre de l'Éducation est à la 207e session de l'organisation, une rencontre qui se tient à Paris. Ils sont distingués pour leur contribution dans la promotion des valeurs de paix et de partage de la francophonie. Il s'agit des lauréats du prix César Senghor de l'APF et 6 personnalités dans l'ordre de la Pléiade. C'était hier à Paris. C'est le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a remis les prix. Amadou Soumaoro salue la contribution de ces acteurs. Habiba Dambélé Saoui. 6 personnalités du monde de la francophonie distinguées à l'Assemblée nationale française ce jeudi dans l'ordre de la Pléiade. Un ordre à vocation internationale destiné à reconnaître les mérites des personnalités qui se distinguent en servant les idéaux de la francophonie. L'insigne de la Pléiade compte 5 grades, Grand Croix, Grand Officier, Croix de Commandeur, Croix d'Officier et Médaille de Chevalier. Parmi les tout premiers récipiendaires de cet ordre francophone, on trouve le président Habib Bourguiba de Tunisie, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, le président Félix Houphouët-Boigny et plus récemment le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro, élevé récemment au grade de Grand Croix de l'ordre de la Pléiade en juillet 2019. Le prix Senghor Césaire, également octroyé ce jeudi 17 octobre à l'Assemblée nationale française par le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Ivoirien Amadou Soumaoro, au groupe Chansons sans frontières pour son investissement dans la promotion de la francophonie et pour la diversité linguistique et culturelle. Ce soir, c'est pour la première fois donner du sens à ce qu'est la francophonie à travers 2 prix. Le prix Senghor Césaire, qui honore des acteurs culturels, et ce soir, Chansons hors des frontières, et puis l'ordre de la Pléiade, avec toute une série de distinctions, et c'est ce que nous avons fait ce soir. Les récipiendaires, ce sont des militants de la francophonie, des militants des pays, des militants des territoires, et nous devons valoriser tout cela. Les critères sont qu'il faut que ce soit une personne individuelle, ou une association, un organisme qui fasse la promotion des valeurs de la francophonie, qui sont des valeurs de dialogue des cultures, de cohabitation pacifique, de respect des droits humains, de promotion de la langue française. Et on a eu pas mal de candidatures et après il y a un jury qui existe, qui est composé d'une 20aine de personnes. Le président Amadou Soumaoro, président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a félicité les différents lauréats. Je voudrais remercier toutes les personnalités ici présentes. La diversité de vos origines et de vos profils est bien l'image de la francophonie et du dialogue des cultures qu'incarne l'ordre de la Pléiade. Chacun a apporté sa pierre à notre patrimoine commun, le rayonnement de la langue française et les valeurs de la francophonie. Je souhaite que sous ma présidence, cette cérémonie de remise de l'ordre de la Pléiade soit un événement encore plus marquant. Aussi, voudrais-je exprimer au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la reconnaissance et le remerciement de notre pays pour les décorations dans l'ordre de la Pléiade décernées à certains de nos compatriotes
lors de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en juillet dernier à Abidjan. En outre, le chef de l'État, Alassane Ouattara, très attaché aux valeurs de démocratie, aux valeurs de paix, de progrès et de partage que prône la francophonie, m'a chargé également d'adresser ses vives et chaleureuses félicitations à tous les récipiendaires de ce prix Senghor, Césaire et de l'ordre de la Pléiade. De nombreux parlementaires, des membres de l'Organisation internationale de la francophonie, de la société civile ont pris part à cette belle cérémonie qui s'est achevée par un concert du groupe lauréat Chansons sans frontières. C'était le rendez-vous du dialogue des cultures. Ce sont donc des promoteurs de la francophonie. Heureux de recevoir ces distinctions. Ils s'expriment au micro de notre reporter. Je vous propose quelques réactions. Les conditions dans lesquelles elle m'a été accordée, vous vous en souvenez, c'est le fait que, avec la délégation francophone de l'APF, j'ai été victime de l'attentat terroriste par Al-Qaïda au Mali, au Radisson Blu. J'ai eu l'impression, puisque nous avons perdu d'ailleurs des membres de nos délégations, je suis très heureux d'avoir survécu. Et je ne pensais pas qu'avec les conséquences post-traumatiques, l'information qu'on m'avait donnée, quelle me serait la distinction me serait accordée, qu'elle viendrait. Je ne suis que plus content et plus fier de la recevoir. Je travaille sur une thématique qui me tient à cœur, qui est l'appui à la délivrance de l'état civil aux enfants. Deux notaires, un notaire camerounais et un notaire français, ont écrit un ouvrage Les enfants fantômes pour montrer justement cette situation terrible dans laquelle se trouvent ces enfants qui n'ont pas d'identité et qui donc sont privés du premier de leurs droits et de ce fait de tous les droits qui en découlent, le droit à la santé, le droit d'aller à l'école, le droit de travailler. Et cette thématique, à travers le notariat francophone, nous la portons pour montrer qu'il existe des solutions et que le notariat peut contribuer à participer, à trouver des solutions concrètes. Et nous avons le plaisir et l'honneur de travailler sur cette thématique avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Une grande famille qui partage une langue, certes, mais qui partage surtout des valeurs de paix, de développement et de démocratie. C'est cela la francophonie, partage des cultures. De Paris, rendons-nous aux États-Unis. Ici tient les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. De bonnes nouvelles pour le pays. La Côte d'Ivoire aura 2 centrales solaires à Touba et Boundiali. La capacité totale sera de 60 MW. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a donné l'information. C'était au terme d'une signature de convention entre la Société financière internationale et la Côte d'Ivoire. Adama Koné, notre envoyé spécial. La Côte d'Ivoire s'illumine depuis Washington, la capitale américaine. 2 centrales solaires seront bientôt construites au nord du pays. La Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire ont signé à cet effet une convention lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est clair sur le projet. 2 centrales solaires, de 30 MW de capacité chacune, à Laboa et à Touba, ce qui fait en tout 60 MW de puissance installée. C'est cette convention que nous venons de signer également avec la SFI. Il y a des études qui vont être réalisées, et c'est au bout des études de faisabilité que l'on aura de manière extrêmement précise et le coût, je dirais, du projet. La SFI nous accompagnera pour la mobilisation du financement, nous accompagnera au niveau des appels d'offres internationaux pour la détermination des meilleurs investisseurs et pour que nous ayons au bout le coût du kilowattheure qui soit le plus compétitif pour la Côte d'Ivoire. À la lumière de cette coopération, la Côte d'Ivoire entend faire de la SFI un partenaire stratégique de son avenir. Nous sommes en train d'élaborer avec le groupe de la Banque mondiale une stratégie de développement économique de la Côte d'Ivoire sur la période 2020-2030.
Et dans cette stratégie, nous considérons que la part du secteur privé donc, est importante. Et la SFI a réalisé une étude donc, sur le diagnostic du secteur privé ivoirien qui nous permettra donc ensemble de bâtir une stratégie de développement économique de la Côte d'Ivoire sur la période de 2020-2030. Il est ainsi clair que le secteur privé, qui représente déjà 62% des investissements du plan national de développement PN2 2016-2020, aura un positionnement plus renforcé sur la période 2020-2030. De bonnes nouvelles pour assurer le développement économique de la Côte d'Ivoire. Cela se fera dans un environnement de sécurité renforcé. La première promotion de l'école de guerre fait sa rentrée à Zambakro. Elle est composée de 15 personnes et pouvant durer 10 mois. Le pays veut disposer d'une armée avec des hommes de qualité répondant aux défis actuels. Kader Sogodougou. L'école de guerre est devenue une réalité en Côte d'Ivoire. Pour la haute hiérarchie militaire, cette école vient pour s'adapter à l'environnement changeant avec la mondialisation. Une donne qui révèle la périlleuse nécessité de formation chez les officiers supérieurs. Se former pour assumer certaines responsabilités dans la chaîne de commandement. En prenant part au cours inaugural à l'école des forces armées de Zambakro, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a rappelé la vision du chef suprême des armées de doter la Côte d'Ivoire d'une armée forte avec des hommes certes équipés, mais bien formés. La défense nationale sera à ce prix. Les armées reposent sur 3 grands piliers. D'abord les hommes qui construisent ces armées-là. Qui sont-ils? Comment ils sont recrutés? Quelles sont les aptitudes? Quelle est la qualité de ces hommes? La qualité des hommes dans une armée peut faire la différence avec une autre armée. Ensuite, il y a la formation, qui est essentielle, qui pour moi, après les hommes, est véritablement le deuxième pilier. Et quand je regardais au détail les modules de formation, même des soldats de rang, des sous-officiers, je peux comprendre que si un militaire est bien formé, au bout, on a vraiment un citoyen de qualité, on a un agent du développement, on a un homme d'une très grande rigueur et d'une très grande discipline. Si véritablement tout ce qui est écrit dans les manuels sont exécutés et qu'il y a une véritable appropriation par les militaires de ces acquisitions-là. Ensuite, il y a les moyens. S'il y a une bonne formation, il faut des moyens adéquats pour justement accompagner et rendre efficace, rendre opérationnelle cette armée. Et l'armée elle-même, qui repose sur les 3 piliers, est une colonne essentielle de la stabilité du pays. L'école de guerre vient après le diplôme d'état-major et exige un haut niveau de connaissances générales, militaires, scientifiques et techniques. Cette école basée à Zambakro constitue pour l'heure le plus haut niveau de stage militaire en Côte d'Ivoire. L'année académique dure 10 mois. Seuls les officiers supérieurs sont concernés par la formation. Pour la première promotion, forte de 15 hommes, le prestige de la Côte d'Ivoire a déjà attiré 3 pays pour la formation de leurs officiers supérieurs, le Cameroun, le Bénin et l'Afrique du Sud. La sécurité des populations, mais pas que, le gouvernement mise aussi sur une école de qualité. La Côte d'Ivoire était à la tête du conseil exécutif de l'UNESCO, un mandat de 4 ans qui vient de prendre fin. Le pays fait le bilan de ses actions, ce que saluent les membres de la communauté de l'organisation. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, est à Paris en France. Des détails avec Salima Toudia. Après 4 années de travail acharné au sein du conseil exécutif de l'UNESCO, l'heure est enfin au bilan. Kandia Camara, représentant la Côte d'Ivoire, fait le bilan des actions menées par son pays. Elle met l'accent sur les résultats de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Grâce justement à notre place au sein du conseil exécutif et du rôle que nous avons joué, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de la reconduction du programme post-crise. Parce que c'est un programme dont nous avons bénéficié dès 2011-2012, mais cela a été reconduit grâce à notre engagement
Il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui important dans le cadre de l'alphabétisation, surtout l'alphabétisation numérique qui touche majoritairement les femmes. À cette 207e session, la direction générale de l'UNESCO et le président du conseil exécutif adressent des félicitations à la Côte d'Ivoire pour les résultats obtenus. Nous avons travaillé la main dans la main avec la Côte d'Ivoire, qui a été très présente, qui est également très active au sein du groupe Afrique. Nous avons travaillé très étroitement avec votre ambassadeur pendant votre mandat de 4 ans. Elle a contribué aussi non seulement pour Côte d'Ivoire, mais aussi pour tout le monde dans le domaine de l'éducation, culture, et aussi sciences, et information et technologie. Donc je pense que dans la future très proche, Côte d'Ivoire va revenir comme le membre du conseil exécutif. Un sentiment de devoir accompli donc pour la ministre en charge de l'éducation. C'est un engagement qui est apprécié par l'UNESCO et surtout à travers les réalisations. L'UNESCO aujourd'hui se rend compte des efforts colossaux fournis par la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures, en termes de recrutement des enseignants. Il faut savoir que ce sont plus de 40 000 salles de classe qui ont été construites de 2011 à aujourd'hui. Plus de 250 collèges et lycées qui ont été construits. Plus de 70 000 enseignants recrutés dans la même période. Cela est apprécié par la directrice générale de l'UNESCO, cela est apprécié par toute l'UNESCO et nous en sommes très fiers. Pour rappel, le Conseil exécutif est l'un des 3 organes constitutifs de l'UNESCO. Il prépare la conférence générale et il est chargé d'exécuter les décisions de celle-ci. Le Conseil exécutif de l'UNESCO est composé de 58 membres élus par la conférence générale pour un mandat de 4 ans. On reste avec Salim Matoudia, cette fois dans le domaine de la santé. C'était une nouvelle annoncée qui se précise. Le CHU de Yopougon fermé ce 1er novembre. Le centre sera entièrement rénové. En attendant les 22 services délocalisés, le ministre de la Santé a donné des détails sur cette décision. Akaolé était face à la presse. Bâtiments vétustes, équipements biomédicaux pas totalement fonctionnels, des patients pas souvent hospitalisés dans de meilleures conditions. Pour toutes ces raisons, le CHU de Yopougon sera fermé le 1er novembre pour une réhabilitation complète. Pour assurer la continuité, les autres structures hospitalières d'Abidjan et périphérie devront accueillir progressivement les 22 services à délocaliser. Les centres hospitaliers universitaires de Cocody et de Treichville sont les principaux sites d'accueil des services du centre hospitalier universitaire de Yopougon à délocaliser moyennant des aménagements. Ensuite, l'ensemble des autres établissements sanitaires de la ville d'Abidjan, quel que soit leur niveau dans la pyramide sanitaire, participent au dispositif de continuité des soins suivant leurs fonctions respectives. Pour atténuer les risques et les désagréments, des mesures ont été prises, notamment le renforcement de moyens de transfert des patients entre les structures sanitaires. La priorité des services à délocaliser est donnée aux services suivants: réanimation, hématologie clinique, néphrologie pédiatrique, néphrologie, néonatologie, neurochirurgie. Le service de neurochirurgie sera redéployé à l'hôpital général de Treichville en finition, sur le site de l'ex-dispensaire du Pont. Le service de néonatologie au centre de santé de Béago dans la commune de Yopougon. Le service de néphrologie pédiatrique à l'Institut national de santé publique à Adjamé. À la fin, chaque patient saura où se trouve son service de consultation. Vous trouverez sur place là-bas votre médecin traitant. À partir du 21 octobre, certains services se verront en arrêt d'admission de patients. Et puisqu'on parle de santé, voici un produit nuisible à notre santé et aussi à l'économie. Heureusement qu'il y a cette belle opération des douanes ivoiriennes. C'est à la frontière ivoiro-ghanéenne. 2,6 tonnes de cannabis saisies à Noé. Cette importante quantité de stupéfiants était dissimulée dans le double fond d'un camion. Les explications de l'enseignant Bakayoko. Avec ces 2,6 tonnes de cannabis composé de 1529 plaquettes, les douanes ivoiriennes enchaînent les saisies de drogue à Noé. Cette frontière clé du commerce international avec le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Les faits. Ce camion en provenance du Ghana et immatriculé au Mali avec à son bord le conducteur et son apprenti arrive ce jeudi à la frontière avec le Ghana.
Après les formalités d'usage d'entrée sur le territoire ivoirien, le véhicule s'apprête à franchir le poste des éléments des douanes ivoiriennes stationnés à Noé. Comme d'habitude, ces douaniers demandent aux occupants de conduire l'engin vers un autre site en vue d'un contrôle scanner. Les deux hommes font mine de déplacer le camion et s'immobilisent en chemin. Ils ouvrent la cabine et simulent une panne mécanique. Pendant le supposé dépannage, un dispositif de surveillance est mis en place par la douane. Sentant le piège se resserrer contre eux, les trafiquants abandonnent discrètement le camion et disparaissent dans la nature. Alerté, le procureur de la République autorise l'inspection en profondeur du camion. Au cours de l'opération des scanners, la remorque vide laisse transparaître un double fond. C'est en ouvrant ce compartiment que le poteau rose a été découvert. Soigneusement caché dans le double fond, les 2,6 tonnes ont été retirées et confiées au parquet d'Aboisseau, qui a aussitôt ouvert une enquête. Ouverture également d'une voie de coopération, la Chambre des notaires informée sur les missions de la Caisse des consignations, les nouvelles législations expliquées à ces acteurs de la justice. Les deux entités ont décidé de promouvoir ces dispositions. Jean-Luc Bambo. C'est dans les locaux de la Chambre nationale des notaires, à Cocody, que s'est tenue cette rencontre dont l'objectif principal est de jeter les bases d'un partenariat entre la Caisse des dépôts et de consignation et le corps notarial. Il s'agit essentiellement de venir partager, disons, l'information concernant les nouvelles dispositions législatives avec les notaires et surtout de communiquer sur les modalités pratiques de mise en œuvre de cette nouvelle loi. Et aussi également la manière dont nous pourrons traiter ensemble cette question et la manière dont nous pourrons donc sceller notre partenariat. La Caisse des dépôts étant considérée comme la banque des professions juridiques, notamment les notaires. Cette rencontre est la suite des échanges entre les deux entités en vue de rendre opérationnelle la loi portant création de la Caisse des dépôts. Depuis que nous avons engagé des discussions avec les notaires, nous pensons que vraiment il y a une oreille attentive et les discussions se déroulent correctement et il n'y a pas de raison de douter que les notaires puissent véritablement s'engager dans cette nouvelle disposition. Les notaires sont eux-mêmes des hommes de la loi, ils sont assermentés et je pense que les discussions nous donnent bon espoir que les dispositions de cette loi seront mises en œuvre. Ce partenariat permettra à court terme de rendre effectifs les dépôts des fonds des notaires à la Caisse des dépôts. Celle-ci entamera à partir du 21 octobre 2019 la phase pilote d'ouverture des comptes avec un échantillon de notaires. Processus qui s'étendra à l'ensemble des notaires du 1er novembre au 31 décembre 2019. Il aurait eu 114 ans aujourd'hui. Félix Houphouët-Boigny est né le 18 octobre 1905. Ce vendredi, cette date anniversaire de naissance est marquée. La famille biologique et politique de l'illustre disparu prie pour le paix de la nation. Des prières dites à l'église et à la mosquée, c'était à Yamoussoukro. Les Ivoiriens invités à cultiver la foi, l'amour et la paix. Léon Brou. Il est né le 18 octobre 1905. Le premier président de la Côte d'Ivoire aurait soufflé ses 114 bougies ce 18 octobre 2019, n'eût été sa mort le 7 décembre 1993. Mais ses familles biologiques et politiques représentées, respectivement par l'Office du Mémorial et Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA, se souviennent encore de Félix Houphouët-Boigny. Tout a été construit autour de cette date du 18. Le président Houphouët a créé le RDA un 18 octobre. Il est né un 18 octobre. Il a repris le patronyme Boigny de son aïeul un 18 octobre. Pour nous, un 18 octobre doit être commémoré chaque année pour dire que Houphouët-Boigny reste éternel. Il est bel et bien vivant. Félix Houphouët-Boigny, toujours vivant, proclame à Monseigneur Alexis Touablioulo. L'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro fonde son enseignement sur 3 caractéristiques du père fondateur de la nation: la foi à travers les édifices religieux qu'il a bâtis, l'amour via la tolérance et l'acceptation de son prochain, puis la paix dont il a été l'artisan sa vie durant,
tant au plan national, continental que mondial. Cette démarche pour inviter à communier avec Houphouët-Boigny les Ivoiriens sans exception. Jamais les uns sans les autres, jamais les uns contre les autres, marchons et avançons sur les chemins de la foi, de l'amour et de la paix, pour que ensemble nous bâtissions ce pays dont Félix Houphouët-Boigny a posé les fondations de façon si merveilleuse. Comme à l'église Saint-Augustin, des prières ont été dites à la grande mosquée de Yamoussoukro en cette date anniversaire de la naissance de feu le président Félix Houphouët-Boigny, une commémoration soldée par un pèlerinage sur la tombe de l'illustre disparu. C'est une nouvelle équipe chargée de conduire le social à la RTI. Le président de la Musarti s'appelle Alvorassa. Il a été investi aujourd'hui en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les 7 membres de la mutuelle entendent travailler pour le bien-être des agents de la radio-télévision ivoirienne. Serge Kolia. Ils sont 7 administrateurs chargés de gérer au quotidien la Musarti, la mutuelle sociale des agents de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Auréolé du soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de la Musarti, Alvorassa, et ses hommes viennent avec la vision d'apporter un plus au directeur général dans la mise en œuvre de la politique sociale de la RTI. Monsieur le président de la mutuelle, cher ami Alvorassa, vous et votre équipe trouveront près de la direction générale tout le soutien et l'écoute nécessaires pour le succès de votre mandat. Construire un centre commercial, bâtir un centre médical moderne, aider chaque agent à acquérir un terrain, voici l'essentiel du plan d'action pour les 3 années de mandat du bureau de la Musarti. Nous avons demandé aux parrains, aux différents ministres, membres du gouvernement qui étaient là, qu'il est bon que les agents de la RTI qui sont toujours à la tâche jour et nuit pour faire plaisir aux téléspectateurs et aux éditeurs puissent avoir un lopin de terre, ne serait-ce que dans la capitale de leur région d'origine. Je crois que cela a été bien entendu. Je voudrais remercier le personnel de la RTI et son président pour l'aimable occasion qu'ils m'ont donnée d'être membre de leur mutuelle. Je serai toujours à leur côté pour les accompagner dans cette noble mission. Pour atteindre ces objectifs, la Musarti peut compter sur l'appui du ministre de la Communication et des Médias. Sidi Timokou Touré représentait également le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, haut patron de la cérémonie. Nous sommes très conscients de la difficulté de la mission de tout un chacun parce que vous êtes à la tâche au four et au moulin dans tous les hameaux de Côte d'Ivoire et nous ne pouvons qu'être solidaires et apporter un concours conséquent à la mutuelle pour que vos problèmes de solidarité soient pris en charge entièrement. Parrain de la Musarti, le ministre Aka Awile a annoncé au nom du Premier ministre le don d'une ambulance à la RTI. Monsieur le Président, la valeur ajoutée de votre présidence se mesurera à la hauteur de vos acquis. Je vous fais confiance et je vous soutiens en tant que parrain, car le rôle du parrain que je suis est de vous accompagner. Le Premier ministre m'a autorisé donc à vous annoncer que vous aurez votre ambulance pour la mutuelle. Avant la fin du mois en tout cas. Il s'est engagé à s'impliquer dans la réussite du plan d'action du bureau de la Musarti. Dans le reste de l'actualité au Bénin, le président a remis hier les conclusions du dialogue politique à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Pour être appliquées, la plupart des recommandations doivent désormais passer par le Parlement. Pour l'opposition, ces dispositions sont source de crise. Elles réclament une loi d'amnistie générale. Il n'y a pas de calendrier imposé, mais il y a urgence, estime le président de la commission des lois, ordonne à la date. Les municipales sont prévues pour le premier semestre 2020. Le travail parlementaire sur les recommandations devrait commencer lors de la session budgétaire qui s'ouvre jeudi prochain. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.